Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie Bennett était assise par terre sur la place du village, ses yeux fixes, comme ceux de quelqu'un qui avait beaucoup perdu, mais jamais sa dignité. Dans ses mains, une aiguille fabriquée à partir d'un morceau de fil de fer. Autour d'elle, des sacs plastiques colorés, des rubans déchirés et des bandes d'emballage étaient soigneusement disposés, comme s'il s'agissait de tissu fin. Ses doigts bougeaient rapidement, transformant ce que la plupart des gens considéreraient comme des déchets en quelque chose de presque magique. C'est alors que Julian Hawthorne, PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays, passa par là. Il était perdu dans ses pensées après une réunion difficile avec des investisseurs lorsque ses yeux furent attirés par une vision inhabituelle. Une femme cousant des sacs plastiques, comme si elle travaillait de la soie. Il s'arrêta, curieux. Il observa de loin, en silence. Il vit comment elle disposait les plastiques avec des dégradés de couleurs doux, avec une précision presque artistique. Rien ne semblait aléatoire. Il y avait une intention dans chaque mouvement. Une technique, oui, mais plus encore, un instinct. Un talent brut, rare, impossible à ignorer. Il s'approcha. Sophie, sentant son regard, leva les yeux. Elle vit un homme en costume coûteux, immobile, l'observant avec intérêt. « Vous avez perdu quelque chose » demanda-t-elle, sans ciller. « Non » répondit-il, surpris par son assurance. « J'admire juste votre travail. » « Travail » Elle haussa un sourcil. « C'est juste un moyen de rester saine d'esprit, et ça m'aide à oublier que je n'ai pas mangé depuis hier. » Julian hésita. Ces mots le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. « Puis-je vous demander ce que vous faites ?»« Une robe, dit-elle, sans le regarder, ou du moins sans essayer. Ces sacs bleus ont une meilleure texture. Les verres sont trop fins. Ils se déchirent facilement. Le secret, c'est le contraste. » Elle ajouta 2 points solides, coupa l'excédent avec un petit couteau et tint délicatement la pièce en l'air. C'était époustouflant. La robe, malgré ses matériaux inhabituels, semblait digne d'un défilé de mode. Les couleurs formaient un dégradé doux. Le haut avait des coupes audacieuses, mais tout semblait équilibré. La finition était étonnamment soignée. Julian cligna des yeux plusieurs fois. « Wow! Wow !» Elle rit. C'est tout ce qu'un gars en costume peut dire quand il voit quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un tel talent au milieu d'une place, dit-il, encore émerveillé. Avez-vous étudié la mode? Sophie marqua une pause. J'ai étudié beaucoup de choses, mais la rue enseigne plus vite. Ici dehors, si vous ne créez pas, vous ne survivez pas. Julian sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Je m'appelle Julian Hawthorne. Demain soir, il y a une exposition pour les nouveaux créateurs à la Ellington Fashion Gallery. Je veux que vous apportiez cette robe. Sophie regarda la carte, puis lui. Laissez-moi deviner, encore un riche qui veut se sentir bien en aidant une pauvre femme. Julian esquissa un léger sourire. Non, je suis quelqu'un qui vient de voir la robe la plus originale depuis des années, et je dirige une entreprise de mode qui a désespérément besoin de quelque chose de vivant. Sophie regarda la carte, comme si elle appartenait à un autre monde. Elle se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. Et si je me présente là, bas, est-ce qu'ils me laisseront même entrer? Je serai à la porte, je vous attendrai. Vous avez ma parole. Elle étudia son expression. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelqu'un qui ne semblait ni avoir pitié d'elle ni avoir peur, juste sincère. Je n'ai pas de vêtements chics, même pas de chaussures correctes, et je ne sais pas parler aux gens là, oh. Apportez juste la robe. Rien d'autre ne compte. Sophie prit une profonde inspiration et saisit la carte. D'accord, mais si c'est une blague, je suis doué avec une aiguille, et je sais où viser. Notez, répondit-il avec un sourire. À demain, Sophie. À demain, Monsieur Hawthorne. Ou devrais-je vous appeler le mécène des fous créatifs? Je préfère découvreur de talents improbables. Ils échangèrent un dernier regard, et à cet instant, sans s'en rendre compte, le destin commença à tisser une histoire qui allait tout changer. Sophie plaça délicatement la robe dans un sac recyclé, s'assit à nouveau par terre et regarda la carte longtemps. Une exposition de talent, hein, murmura-t-elle. Si seulement il savait. Le talent est la seule chose que je n'ai jamais perdue. De l'autre côté de la place, Julien monta dans sa voiture avec une étrange sensation dans la poitrine. Il avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose qu'aucune réunion d'affaires ne lui avait donné depuis des années, l'inspiration. La Ellington Fashion Gallery brillait comme un palais de cristal au cœur de Manhattan. Des lumières dorées se reflétaient sur les sols de marbre poli, tandis que l'élite new-yorkaise se promenait avec des flûtes de champagne français et des amuse-bouches au caviar. Les femmes portaient des bijoux valant plus que la plupart des appartements, et les hommes discutaient de contrats à plusieurs millions entre 2 gorgées de scotch vieilli. Sophie s'arrêta à l'entrée,
tenant son sac recyclé contenant la robe. Ses cheveux étaient attachés lâchement avec un élastique trouvé dans la rue, et ses vêtements, une chemise délavée et un pantalon déchiré, contrastaient fortement avec le luxe autour d'elle. Un gardien de sécurité la toisa de haut en bas. « Madame, êtes-vous sûre d'être au bon endroit ?» Sophie montra la carte de Julian. Julian Hawthorne m'a invité. Le gardien sembla sceptique, mais après avoir vérifié la liste des invités, il la laissa entrer. Dès que Sophie entra, ce fut comme si un glacier avait balayé la salle. Les conversations s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent. Les murmures commencèrent. « Mon Dieu, quelle est cette odeur ?» chuchota une femme en robe Chanel, couvrant son nez avec une écharpe en soie. « Ont-ils invité des sans-abri pour un projet caritatif ?» demanda une autre, ajustant ses perles. Sophie prit une profonde inspiration et marcha vers la zone d'exposition, ignorant les regards de dégoût. Chaque pas était une torture silencieuse, mais elle gardait la tête haute. Julian la vit de l'autre côté de la salle et se fraya un chemin à travers la foule. « Sophie, vous êtes venue, dit-il, visiblement soulagée. « Une promesse est une promesse, répondit-elle, essayant de paraître confiante. « Où dois-je mettre ça ?» Elle montra le sac. Julian la guida vers une section réservée aux participants. Il y avait des mannequins vides attendant les créations, et d'autres créateurs installaient déjà leurs pièces. Des robes de marque célèbres, des costumes sur mesure, et des accessoires valant des fortunes. Sophie sortit sa robe du sac et la plaça sur le mannequin assigné. Le changement fut immédiat. Même sous les lumières vives de l'événement, la robe prit vie. Les couleurs dégradées des plastiques créaient un effet visuel fascinant, et les coupes montraient un niveau de compétence que peu dans la salle pouvaient égaler. Mais la réaction de la foule fut instantanée et cruelle. « Vous voyez ça ?» cria un homme avec un nœud papillon. « C'est littéralement des ordures. L'art moderne est allé trop loin », ajouta une femme blonde, secouant la tête en signe de désapprobation. « Quelqu'un doit arrêter cette absurdité », dit un autre invité. « C'est une insulte aux vrais artistes ici. » Sophie sentit ses joues brûler, mais elle ne bougea pas. Elle resta près de son mannequin, comme une gardienne silencieuse, alors que la foule l'entourait de remarques de plus en plus dures. Elle pensait vraiment que ça comptait comme de la mode, rit une jeune mondaine. Elle l'a probablement sorti d'une benne, ajouta son cavalier. Julian observait de loin, les poings serrés. Il voulait intervenir, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses pour Sophie. Il devait faire confiance au processus. L'hôte de l'événement, un homme bien habillé aux cheveux argentés, monta sur scène. « Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à commencer le jugement officiel. Chaque pièce sera évaluée en fonction de la compétence technique, de la créativité et de l'impact visuel. » Le jury était composé de 5 juges. Julian, la rédactrice en chef du magazine Fashion Elite, un créateur de mode renommé, un critique d'art et un riche collectionneur. Une par une, les créations furent présentées. Les robes classiques reçurent des applaudissements polis. Les créations audacieuses suscitèrent des commentaires techniques. Quand ce fut le tour de Sophie, le silence fut assourdissant. La rédactrice en chef plissa le nez. C'est certainement original, mais la mode durable ne devrait pas signifier littéralement utiliser des ordures. Le créateur de mode secoua la tête. Techniquement, les coupes sont intéressantes, mais le matériau est douteux. Le critique d'art ajusta ses lunettes. Il y a un message social clair, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon cadre pour cela. Le collectionneur fut direct. Je ne dépenserai pas un centime pour ça. Julian se leva. Avec tout le respect que je dois à mes collègues juges, vous ne voyez que le matériau, dit-il. Oubliez le plastique un instant et regardez la construction, les proportions, l'équilibre des couleurs, l'innovation dans les textures. Techniquement parlant, c'est la pièce la plus sophistiquée que nous ayons vue aujourd'hui. Julian, vous ne pouvez pas être sérieux, dit la rédactrice en chef. Je suis absolument sérieux. Et au-delà de ça, combien d'entre nous se soucient vraiment de la durabilité ? Cette femme transforme les déchets en art. Si ce n'est pas de l'innovation, je ne sais pas ce que c'est. Les autres juges échangèrent des regards surpris, mais Julian tint bon. Après une discussion animée en coulisses, les votes furent comptés. L'autre vint sur scène, tenant une enveloppe scellée. Et le gagnant du prix de l'innovation technique de ce soir est la pièce numéro 7. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Son numéro était le 7. La foule fut stupéfaite. Certains applaudirent par politesse. D'autres restèrent complètement silencieux, et beaucoup commencèrent à murmurer en signe de protestation. « Ce doit être une mauvaise blague », cria quelqu'un dans le public. Sophie marcha vers la scène, les jambes tremblantes. Le poids de centaines de regards sur elle était écrasant, mais elle atteignit l'hôte. Lorsqu'il lui tendit le trophée doré, Sophie tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Le monde commença à tourner. Elle avait complètement oublié qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ses jambes cédèrent. Le trophée glissa de ses mains et heurta la scène avec un bruit métallique fort.
Sophie s'effondra devant 300 personnes. La salle plongea dans un silence total. Julienne bondit de sa place à la table des juges et se précipita sur scène, atteignant Sophie avant tout le monde. Il s'agenouilla à côté d'elle et la soutint. « Sophie, Sophie, peux-tu m'entendre » Elle murmura quelque chose qu'il ne comprit pas. Julienne remarqua à quel point elle était maigre, pâle et froide. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois » demanda-t-il doucement. « Mardi, murmura-t-elle. Julien fit un rapide calcul mental. Mardi, et on était maintenant vendredi soir. 3 jours, demanda-t-il, stupéfait. Sophie hocha simplement la tête, honteuse. Julien se tourna vers la foule, toujours silencieuse. Quelqu'un appelle une ambulance tout de suite. À ce moment-là, un photographe de Fashion Weekly, assis au premier rang, se leva soudainement. Il ajusta l'objectif de son appareil photo et regarda Sophie de près. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez une minute » murmura-t-il, sortant une vieille photo de son portefeuille. Il compara l'image au visage de Sophie. Même en sous-poids, avec les cheveux en désordre et des vêtements humbles, il y avait quelque chose d'incontournable dans ses yeux, dans la manière dont elle tenait une aiguille. Le photographe bondit sur ses pieds, manquant de faire tomber son appareil. « Mesdames et messieurs » cria-t-il à toute la galerie, « ne voyez-vous pas qui c'est ? N'est-ce pas la célèbre LS qui a disparu il y a 3 ans ?» Toute la salle se figea. Chaque conversation s'arrêta d'un coup. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause du monde. La rédactrice en chef de Fashion Elite devint pâle comme un linge. LS, la créatrice qui a disparu après le scandale, celle qui avait cette marque à $1 million ? Demanda le collectionneur, incrédule. Lopé Couture, murmura le critique d'art. C'était un génie. Disparu du jour au lendemain. Le photographe hocha vigoureusement la tête. C'est elle. J'ai photographié LS des dizaines de fois. On n'oublie pas des mains comme celle-là. Regardez comment elle tient l'aiguille. Julienne baissa les yeux vers Sophie, toujours à demi consciente dans ses bras, puis regarda la foule, qui maintenant la fixait avec un mélange de choc, de curiosité, et peut-être même de respect. La femme sans abri qui venait de s'effondrer de faim sur la scène de la Ellington Fashion Gallery était, en vérité, l'une des plus grandes légendes de la mode moderne. Et personne n'avait la moindre idée de comment elle s'était retrouvée là. Le son d'une sirène d'ambulance résonna dans les rues de Manhattan. Mais à l'intérieur de la galerie, la seule chose que tout le monde pouvait entendre était le battement de cœur accéléré de 300 personnes essayant de digérer la révélation la plus choquante que cette élite ait jamais vue. Julien regarda Sophie et murmura « Qui es-tu vraiment ?» Mais elle s'était déjà évanouie à nouveau, laissant la question en suspens, comme une aiguille attendant de coudre les pièces d'une histoire que personne ne connaissait encore. L'hôpital Mount Sinai était calme dans la tranquillité des premières heures du matin à New York. Julien arpentait les couloirs blancs avec une tasse de café froide à la main, attendant des nouvelles depuis plus de 2 heures. Une infirmière lui avait dit que Sophie était stable, juste déshydratée et mal nourrie, mais qu'elle avait besoin de repos. Lorsqu'on lui permit enfin d'entrer dans la chambre, il trouva Sophie assise sur le lit, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Elle semblait plus petite là, dedans, plus vulnérable, mais ses yeux conservaient la détermination qu'il avait vue pour la première fois sur la place. « Comment vas-tu » demanda Julien, s'approchant lentement. « Mieux » répondit-elle, sans se tourner vers lui. « Merci de m'avoir amené ici. Pas besoin de me remercier. N'importe qui aurait fait la même chose. » Sophie laissa échapper un rire amer. « Non, Juliane. La plupart des gens passeraient à côté d'une femme sans abri évanouie dans la rue. Tu n'es pas comme la plupart des gens. » Julien tira une chaise et s'assit à côté du lit. Une pause silencieuse s'installa entre eux, pleine de questions non posées. « Sophie, commença-t-il prudemment, ce photographe à la galerie, il a dit que tu étais LS, la créatrice qui a disparu il y a 3 ans. » Sophie ferma les yeux et prit une longue inspiration. « Et tu le crois ? Je ne sais pas quoi croire, mais je sais qu'une femme ordinaire dans la rue ne coud pas comme ça. N'a pas ce genre de technique. Ne crée pas quelque chose d'aussi parfait. » « Parfait ?» Elle se tourna vers lui avec un léger sourire triste. « Julien, tu as vu ma robe faite de déchets. Si c'est ce que tu appelles parfait, imagine ce que je pouvais créer avant. » Ces mots restèrent en suspens, comme une confession silencieuse jamais destinée à être dite à voix haute. Julien se pencha en avant. « Donc, c'est vrai. Tu es vraiment LS. » Sophie baissa les yeux sur ses mains, rugueuses et marquées par la vie dans la rue. « LS est morte il y a 3 ans, Julien. La femme que tu as rencontrée sur la place n'est que Sophie, une femme qui a appris à survivre en transformant les déchets en art parce qu'elle n'avait plus rien. Mais les gens te cherchent encore. Ta marque, Lopé Couture, est toujours considérée comme révolutionnaire. Que s'est-il passé ? » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Certains secrets sont trop lourds à porter et trop douloureux à partager. Essaie de me faire confiance. » Sophie le regarda longuement,
comme si elle pesait à quel point elle pouvait croire en ses paroles. Un jour, tu sauras tout, Julian. Mais pour l'instant, je ne veux pas en parler. Ça fait trop mal de me souvenir de qui j'étais avant de tout perdre. Julien respecta son silence, mais sa curiosité ne fit que croître. Il y avait des couches dans cette femme qu'il commençait à peine à découvrir. Puis-je te poser une autre question alors? Sophie hocha la tête. Que veux-tu faire maintenant? Je veux dire, après être sorti d'ici. Retourner sur la place, je suppose. C'est là que je vis. Et si je te proposais une alternative? Sophie haussa un sourcil. Quel genre d'alternative? Julien prit une profonde inspiration. Il avait pris sa décision pendant ces 2 longues heures dans le couloir. Je veux que tu travailles avec moi comme créatrice en chef chez Ellington Fashion. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tu es sérieux? Complètement sérieux. J'ai vu ce que tu peux faire avec des matériaux que les autres jettent. Imagine ce que tu pourrais créer avec de vraies ressources. Julien, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de mon passé. Je sais que tu as un talent extraordinaire. Je sais que tu es courageuse. Je sais que tu n'abandonnes pas. Et je sais que mon entreprise a besoin de quelqu'un comme toi. Sophie secoua la tête, encore incrédule. Tu offres un emploi à une femme sans abri qui s'est évanouie de faim au milieu d'une exposition. J'offre une opportunité à la femme la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Sophie. Pourquoi crois-tu en moi quand personne d'autre ne le fait? Julien se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville qui ne dort jamais. Tu sais quelle est la différence entre toi et tous ces créateurs célèbres à la galerie hier soir? Quoi? Ils créent de la mode pour impressionner. Toi, tu la crées pour survivre. Et ça fait toute la différence. Sophie essuya ses larmes avec le drap de l'hôpital. Et si je dis oui et que je te déçois? Et si tu dis oui et que tu changes tout? Ils se regardèrent un moment qui sembla sans fin. En Julien, Sophie vit quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, l'espoir. En Sophie, Julien vit quelque chose que son entreprise avait perdu, une âme. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. Bien sûr. Mais Sophie, il se tourna vers elle avant de partir, parfois, la vie nous donne une seconde chance quand on s'y attend le moins. La question est, as-tu le courage de la saisir? Après le départ de Julien, Sophie resta seule avec ses pensées. Par la fenêtre, elle pouvait voir Manhattan, toujours en mouvement même au milieu de la nuit, des gens allant et venant, chacun avec ses propres rêves et ses propres luttes. Elle pensa à la place où elle avait passé les derniers mois. Elle pensa à la robe faite de déchets qu'elle avait créée. Elle pensa à la manière dont Julien l'avait regardée quand il l'avait vue coudre. Et pour la première fois en 3 ans, Sophie Bennett, qui avait autrefois été LS, la créatrice la plus prometteuse de sa génération, s'autorisa à imaginer que juste peut, être, il y avait encore une seconde chance qui l'attendait. Dehors, Julien arpentait le couloir avec son téléphone à la main, planifiant déjà comment il convaincrait le conseil d'administration d'approuver sa décision la plus audacieuse à ce jour. Parce qu'il était sûr d'une chose, Sophie n'obtenait pas seulement une seconde chance. Lui aussi. 3 jours plus tard, Sophie se tenait devant la tour Ellington. Elle ajusta la blouse simple qu'elle avait trouvée dans une friperie, la seule pièce correcte qu'elle pouvait se permettre avec les $20 restants du prix de l'exposition. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et elle portait un sac en tissu avec ses quelques affaires. « Tu peux le faire » murmura-t-elle à elle-même, prenant une profonde inspiration avant de pousser les portes vitrées du hall. Le hall d'entrée était impressionnant. Marbre italien, lustre en cristal et une fontaine centrale créaient une atmosphère de richesse que Sophie n'avait pas vue depuis des années. Des cadres en costume coûteux passaient rapidement, parlant au téléphone de contrats à plusieurs millions. À la réception, une femme blonde d'âge moyen la regarda avec une désapprobation évidente. Son badge indiquait Clarissa Newman, assistante exécutive. « Puis-je vous aider ?» demanda Clarissa, d'un ton qui suggérait tout le contraire. « Je suis Sophie Bennett. Je commence au département de design. Julian Hawthorne m'attend. » Clarissa la toisa de haut en bas, s'assurant de montrer son désaccord. « Vous devez vous tromper. Hawthorne n'embauche pas des gens comme vous. »« Des gens comme moi ?» Sophie garda une voix ferme, mais ses yeux brillaient d'une lueur de défi. « Écoutez, ma chère, c'est un lieu de travail professionnel. Vous cherchez être le centre d'aide communautaire. C'est à 3 pâtés de maison. » À ce moment-là, Julian sortit de l'ascenseur et vit Sophie dans le hall. « Sophie, ravi de vous voir. » Il se tourna vers la réceptionniste. « Clarissa, voici notre nouvelle créatrice en chef. Veuillez lui préparer un badge d'accès complet. » L'expression de Clarissa changea instantanément en un sourire forcé. « Bien sûr, monsieur Hawthorne. » Tout de suite. Pendant qu'ils attendaient le badge, Sophie entendit des chuchotements venant de différentes directions. « C'est la femme sans abri qui a remporté le prix. J'ai entendu dire qu'elle coud avec des ordures. Tu penses qu'elle travaille gratuitement?
Elle doit être habituée à ça. Julien remarqua l'inconfort de Sophie et la guida rapidement vers l'ascenseur. Ignorez-les. Dans quelques jours, ils supplieront d'apprendre vos astuces. Au 35e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler le département de design d'Ellington Fashion. C'était un espace vaste et moderne rempli de postes de travail équipés d'ordinateurs haut de gamme, de tables de coupe professionnelles et de mannequins répartis un peu partout. « Ce sera votre espace » dit Julien, lui montrant un poste de travail au centre de la pièce. Sophie regarda autour d'elle, essayant d'assimiler tout cela. L'espace était impressionnant, mais aussi intimidant. Tout était si propre, organisé, coûteux. « Où sont les toilettes » demanda-t-elle, un peu embarrassée. « Au bout du couloir à gauche. » « Besoin d'aide pour les trouver ? » ?»« Non, merci. Je veux juste me rafraîchir un peu. » Sophie partit vers les toilettes, mais se perdit dans les couloirs identiques. Elle passa devant des salles de réunion, d'autres départements, et se retrouva même à l'étage supérieur. Quand elle retrouva son chemin, 15 minutes s'étaient écoulées. L'équipe de design était déjà rassemblée autour de son poste de travail, chuchotant entre eux. Ils étaient 5, 3 femmes et 2 hommes, tous impeccablement habillés avec des expressions sceptiques. « Tout le monde, voici Sophie Bennett, notre nouvelle créatrice en chef », annonça Julien. Une femme aux cheveux roux et aux lunettes de créateur s'avança. « Je suis Olivia Reynolds, directrice créative. J'ai entendu parler de votre travail à l'exposition. » Le ton de sa voix indiquait clairement que travail n'était pas un compliment. « Ravi de vous rencontrer tous », répondit Sophie. Un jeune homme à la barbe soigneusement taillée croisa les bras. « Lucas Harper, designer senior. Je suis curieux de voir comment vos techniques alternatives vont répondre à nos standards de qualité. » Sophie sentit immédiatement que gagner le respect de cette équipe ne serait pas facile. Julien se tourna vers elle. « Je vais vous laisser faire connaissance. Sophie, explorez l'espace et faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Dès que Julien s'éloigna, l'atmosphère devint sensiblement plus froide. Olivia s'approcha avec un sourire forcé. « Alors, Sophie, parlez-nous de votre parcours. Où avez-vous étudié ? Avec quelle marque avez-vous travaillé ? J'ai appris en faisant, dans la rue. » Lucas laissa échapper un petit rire. « Dans la rue ? Comme c'est intéressant. Et quel genre de clients serviez-vous dans la rue ? » Sophie sentit son sang bouillir, mais garda son calme. « Ceux qui ont besoin de solutions créatives avec des ressources limitées. »« Je vois, » dit Olivia. « Eh bien, ici, nous travaillons avec des matériaux de première qualité, des soies importées, du cuir italien, des cristaux Swarovski. Nous n'avons pas vraiment de déchets à recycler. » Les autres rirent doucement. Sophie regarda autour du bureau et remarqua plusieurs poubelles remplies de chutes de tissus coûteux, de croquis froissés et d'échantillons inutilisés. « En fait, » dit-elle, se dirigeant vers l'une des poubelles, « vous jetez plus de matériaux utiles ici que la plupart des gens n'envoient en un an. » Elle ramassa des chutes de soie bleue, des morceaux de dentelle française et des restes de tissu métallique. « Puis-je utiliser ça ? C'est des ordures, » dit Lucas. « Des restes de vieux projets. » Parfait. Sophie marcha jusqu'à son poste de travail et commença à examiner les matériaux jetés. En quelques minutes, elle avait trié les tissus par texture et couleur, créant une palette harmonieuse. Olivia observa, toujours sceptique. « Qu'allez-vous faire exactement avec ça ? » « Quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, » répondit Sophie, commençant déjà à couper le tissu avec une précision chirurgicale. Pendant les 4 heures suivantes, Sophie travailla en silence complet. Ses doigts bougeaient avec une vitesse et une précision qui fascinaient quiconque regardait. Elle cousait tout à la main, sans machine, avec de petits points parfaits. Au début, l'équipe se moqua de ses techniques sécoïpis, mais peu à peu, ils commencèrent à s'approcher pour mieux voir. « Quel genre de point est-ce » demanda l'un des plus jeunes designers, clairement fasciné. « C'est une adaptation du point français, mais renforcée pour supporter plus de tension, » expliqua Sophie, sans s'arrêter. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » murmura Lucas, sincèrement impressionné. Quand Sophie recula enfin de la table, elle avait créé une robe qui laissa toute l'équipe sans voix. C'était une pièce asymétrique qui combinait les chutes de tissu si parfaitement qu'elle semblait avoir été conçue ainsi dès le départ. Les parties métalliques reflétaient la lumière en motifs changeants, et les détails en dentelle ajoutaient une délicatesse surprenante. « Impossible, » murmura Olivia. « Comment avez-vous fait ça en 4 heures ? 5 ans à vivre dans la rue vous apprennent à ne rien gaspiller, » répondit simplement Sophie. Juste à ce moment, Julien revint dans le département pour voir comment Sophie s'intégrait. Lorsqu'il vit la robe, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et resta immobile pendant plusieurs secondes. « Sophie, » dit-il, s'approchant lentement, « c'est extraordinaire. »« Ce n'est qu'un test, » répondit-elle modestement. « Un test ? Vous avez fait plus en une journée que en un mois, » dit Julien, jetant un regard à l'équipe, qui resta silencieuse. Olivia tenta de protester. « Julien,
c'est juste une pièce expérimentale. Olivia, c'est la pièce la plus innovante que j'ai vue sortir de ce département depuis des années, interrompit Julien. Et elle a été faite avec des restes. Sophie sentit ses joues rougir sous le compliment. Maintenant, je dois vous montrer notre système informatique, dit Julien. Venez avec moi. Il la conduisit à un ordinateur haut de gamme. Sophie regarda l'écran, comme s'il venait d'une autre planète. Je ne connais pas grand-chose aux ordinateurs, admit-elle. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que ça en a l'air. Julien se plaça derrière elle, posant doucement ses mains sur les siennes sur le clavier. La proximité donna un frisson à Sophie, qui n'avait rien à voir avec la climatisation du bureau. D'abord, vous cliquez ici pour ouvrir le logiciel de design, dit-il, sa voix proche de son oreille. Sophie essaya de se concentrer sur les instructions, mais elle était intensément consciente de la chaleur de son corps derrière elle, du parfum subtil de son eau de Cologne, de la manière dont ses grandes mains guidaient doucement les siennes. Maintenant, vous pouvez dessiner directement sur l'écran, continua Julien, guidant ses doigts sur la souris. Lorsqu'il se pencha plus près pour lui montrer une fonctionnalité spécifique, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils se regardèrent un moment qui sembla infini, et Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Je crois que je commence à comprendre, » murmura-t-elle. « Vous apprenez très vite, » répondit-il, sans reculer. La tension entre eux était indéniable. Sophie pouvait sentir que Julien était tout aussi affecté par leur proximité qu'elle l'était. Un léger tout-sautement brisa le moment. Ils s'écartèrent rapidement. Olivia se tenait à côté du bureau, son expression indéchiffrable. « Julien, le conseil vous cherche, » dit-elle, d'un ton légèrement tranchant. Bien sûr, Julien se redressa. « Sophie, si vous avez besoin d'aide, Olivia peut vous guider. » Bien sûr, répondit Olivia, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Après le départ de Julien, Sophie se retrouva seule avec l'équipe, mais l'atmosphère avait changé. La robe qu'elle avait créée était une preuve silencieuse de son talent, et le moment qu'elle avait partagé avec le patron n'était pas passé inaperçu. Sophie regarda par la fenêtre du 35e étage, voyant la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Pour la première fois en 3 ans, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir, et quelque chose d'autre qu'elle n'osait nommer, mais qui réchauffait son cœur chaque fois qu'elle pensait aux yeux de Julien si proches des siens. Sur le toit d'un gratte-ciel dans l'Upper East Side, Cassandra Sterling sirotait du champagne français lorsque son attention fut attirée par un reportage télévisé. L'écran montrait Sophie recevant le prix à la Ellington Fashion Gallery, avec la légende, une créatrice mystérieuse conquiert l'élite new-yorkaise avec une mode durable. Cassandra faillit laisser tomber son verre. « Impossible », murmura-t-elle, augmentant le volume. Le journaliste continua. La gagnante, identifiée uniquement comme Sophie Bennett, a créé une sensation avec une robe entièrement faite de matériaux recyclés. Certains présents spéculent qu'elle pourrait être la légendaire LS qui a disparu mystérieusement il y a 3 ans. Cassandra sentit son sang bouillir. C'était Sophie Bennett, son ancienne meilleure amie, son ex-partenaire, la femme dont elle avait soigneusement détruit la vie, de retour dans le monde que Cassandra dominait maintenant. Elle marcha jusqu'à son bureau en acajou et décrocha le téléphone, composant rapidement. « Lucas, c'est Cassandra Sterling. J'ai besoin que vous publiiez un article urgent. »« Oui, sur Sophie Bennett. Elle est de retour. » Dans les jours suivants, Cassandra appela tous les journalistes influents qu'elle connaissait, tous les rédacteurs de magazines de mode, tous les blogueurs crédibles. « Sophie Bennett est une criminelle en fuite, » dit-elle, d'une voix douce mais venimeuse. « Bien sûr, elle se cache sous une fausse identité. Cette femme a de graves problèmes mentaux. Vous avez vu où elle vivait? Dans la rue. Elle est manifestement instable. » Dans les 48 heures, les premiers titres commencèrent à apparaître en ligne. Une créatrice fugitive se cache en tant que femme sans abri à New York. LS ou une imposteur? La vérité sur la femme qui a trompé l'élite. Une source fiable révèle que Sophie Bennett souffre d'un grave trouble mental. À la tour Ellington, Julian était dans son bureau lorsque sa secrétaire, Clarissa, entra, visiblement nerveuse. « Monsieur Hawthorne, nous avons un problème. Des clients appellent pour annuler leur commande. » Annuler? Pourquoi? À cause de la nouvelle employée, Sophie Bennett. Ils disent qu'elle est, eh bien, une criminelle. Julian fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Clarissa lui tendit une tablette avec plusieurs articles ouverts. C'est partout sur les sites de potins de mode. Ils disent qu'elle est Sophie Bennett, une créatrice qui a disparu il y a 3 ans après un scandale de blanchiment d'argent. Julien parcourut rapidement les articles, sentant un mélange de choc et de colère monter dans sa poitrine. Où est Sophie maintenant? Au département de design, monsieur. Julien descendit au 35e étage avec des pas déterminés. Il trouva Sophie travaillant tranquillement sur une nouvelle pièce, apparemment inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. L'équipe de design chuchotait de l'autre côté de la pièce,
jetant des regards curieux dans sa direction. « Sophie, j'ai besoin de vous parler en privé. » Elle leva les yeux et vit immédiatement la tension sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» Julien la conduisit dans son bureau privé et ferma la porte. « Sophie, j'ai besoin de la vérité. Toute la vérité, maintenant. » Elle s'assit lentement sur la chaise en face de son bureau. « À propos de quoi ?» Julien ouvrit la tablette et lui montra les articles. « À propos de ça, de qui vous êtes vraiment, de ce qui s'est passé il y a 3 ans. » Sophie regarda les titres, et son visage devint pâle. Sa main commença à trembler légèrement. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle doucement. « Est-ce vrai? Êtes-vous vraiment Sophie Bennett ?» Sophie prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Oui, je le suis. » « Et les accusations, le blanchiment d'argent, avez-vous fui la justice ?» Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophie. « Julien, veux-tu vraiment entendre toute la vérité? Parce qu'une fois que je te l'aurai dite, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai besoin de savoir. » Sophie se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Il y a 3 ans, j'étais Sophie Bennett, connue sous le nom de LS dans le monde de la mode. J'avais 25 ans, et ma marque, Lopez Couture, valait 50 millions de dollars. J'étais considérée comme la créatrice la plus prometteuse de ma génération. » Elle marqua une pause, comme si chaque mot était douloureux à prononcer. « J'étais mariée à Ethan Sullivan, un homme d'affaires prospère, du moins, je pensais qu'il l'était. Et ma meilleure amie et partenaire commerciale était Cassandra Sterling. Nous étions amis depuis l'université. Je lui faisais plus confiance qu'à quiconque au monde. » Julien écouta en silence, remarquant la douleur réelle dans sa voix. Cassandra gérait le côté financier de l'entreprise pendant que je me concentrais sur le travail créatif. Je signais des documents sans les lire attentivement parce que je lui faisais entièrement confiance. C'était mon erreur. Que s'est-il passé? Cassandra volait de l'argent à l'entreprise depuis plus d'1 an. Elle a falsifié ma signature sur des documents, ouvert de faux comptes bancaires à mon nom, et quand elle a découvert qu'un audit allait arriver, elle m'a accusé de blanchiment d'argent. Sophie s'assit à nouveau, les larmes coulant librement. Elle avait des documents, Julien, des documents avec ma signature, même falsifiés, qui faisaient croire que je transférais de l'argent sur des comptes offshore. Elle a placé des preuves sur mon ordinateur dans mon bureau. Quand la police est arrivée, tout indiquait que j'étais coupable. Et votre mari? Sophie laissa échapper un rire amer. Ethan m'a quitté le 2e jour du scandale. Il a dit qu'il ne pouvait pas risquer sa réputation en étant lié à une criminelle. J'ai découvert plus tard qu'il avait une liaison avec Cassandra depuis des mois. Julien sentit une profonde colère monter dans sa poitrine. Les médias m'ont détruite. Chaque jour, il y avait un nouveau titre disant que j'avais trahi la confiance de mes investisseurs, que j'étais une fraude, une menteuse. Mes clients sont partis, les fournisseurs ont annulé leurs contrats. En 2 semaines, Lopez Couture s'était effondré. Et les avocats, ceux que j'avais engagés, ont pris le reste de mes économies et n'ont presque rien fait. Quand l'argent s'est épuisé, ils m'ont abandonné aussi. J'étais seul. Pas de ressources, pas d'entreprise, pas d'amis, pas de famille qui croyait en moi. Sophie essuya ses larmes avec le dos de sa main. Cassandra a tout gardé, l'entreprise, les clients, même mon appartement, parce qu'elle a réussi à prouver que je l'avais acheté avec de l'argent sale. Elle a changé le nom en Sterling Empire, et aujourd'hui, c'est l'une des marques les plus respectées de New York. Et vous vous êtes retrouvés dans la rue. Pas tout de suite. J'ai d'abord essayé de reconstruire ma vie dans d'autres villes, mais ma réputation me suivait. Personne ne voulait m'embaucher, même pas pour travailler dans un grand magasin. Le nom de Sophie Bennett était devenu un symbole de fraude dans l'industrie de la mode. Elle marqua une pause, respirant difficilement. Finalement, je n'avais plus d'argent. Je ne pouvais plus payer de loyer, trouver du travail. Une chose en a entraîné une autre, et, eh bien, tu connais la suite. Julien se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de la chaise. « Sophie, je suis tellement désolé. Je suis désolé pour tout ce que tu as traversé. La pire partie, continua-t-elle, c'est que Cassandra avait raison sur une chose. J'étais vraiment devenu instable. Il y avait des moments où je doutais de ma propre santé mentale. Avais-je vraiment fait tout ça? Étais-je vraiment le monstre que tout le monde disait que j'étais? Tu n'es pas un monstre. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Sophie le regarda avec surprise. « Comment peux-tu dire ça? Tu ne me connais même pas si bien. Je sais assez. Tu as survécu 3 ans dans la rue et tu as gardé ton humanité, ton talent, ta capacité à créer de la beauté. Ce n'est pas quelque chose qu'un monstre fait. Julien, si tu me gardes ici, tu détruiras ton entreprise. Cassandra ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne m'aura pas ruiné à nouveau. » Julien se leva et prit ses mains. « Alors donnons-lui un combat qu'elle n'attendait pas. Je vais t'aider à te remettre sur pied, Sophie, et nous allons prouver ton innocence. » Juste à ce moment-là,
Clarissa frappa à la porte avec urgence. Monsieur Hawthorne, il y a des gens ici qui insistent pour parler à mademoiselle Sophie. Julian et Sophie échangèrent un regard tendu. Qui est-ce? Une femme nommée Cassandra Sterling. Elle est ici avec des avocats. Le sang de Sophie se glaça. Elle est ici. Julien serra ses mains. Tu n'es pas seul cette fois. Ils descendirent dans le hall, où Cassandra les attendait avec 2 hommes en costume. Elle n'avait pas beaucoup changé en 3 ans. Toujours blonde, élégante, et arborant un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand elle vit Sophie, son sourire s'élargit. « Sophie, chérie, dit-elle d'une voix mielleuse, quelle surprise de te trouver ici. Toujours habillée de déchets, à ce que je vois. » Sophie sentit de vieilles blessures se rouvrir, mais Julien s'avança. « Mademoiselle Sterling, c'est un lieu de travail privé. Si vous avez quelque chose à discuter, vous pouvez prendre rendez-vous par les canaux appropriés. » Cassandra rit. « Oh, comme c'est charmant. » Sophie s'est trouvé un protecteur. Elle se tourna directement vers Sophie. « Penses-tu vraiment pouvoir te cacher pour toujours, chérie? Tu as changé ton nom de famille en Bennett, mais tu ne peux pas changer qui tu es, une criminelle en fuite. »« Je ne suis pas une criminelle, » dit Sophie, trouvant de la force dans sa voix. « Et tu le sais mieux que quiconque. »« Oh, vraiment ?» Cassandra feignit la surprise. « Je sais que tu as volé des millions à nos investisseurs. Je sais que tu as détruit la confiance de dizaines de personnes, et maintenant tu essaies de duper ce pauvre homme aussi. » Julienne s'avança, visiblement en colère. « Ça suffit. Partez maintenant. » Cassandra le regarda avec dédain. « Monsieur Hawthorne, c'est ça? Vous devriez me remercier d'être venu en personne pour vous prévenir. Cette femme détruira votre entreprise, tout comme elle a détruit la mienne. C'est ce qu'elle fait. Elle ruine les gens qui lui font confiance. » Sophie sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « La seule chose que j'ai ruinée, c'est ma propre vie parce que je t'ai fait confiance. » Comme c'est dramatique, rit Cassandra. « Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours la victime. Eh bien, chérie, ça ne marchera pas cette fois. Tout le monde sait déjà qui tu es vraiment. » La confrontation aurait pu durer plus longtemps, mais Julien appela la sécurité, et Cassandra fut escortée dehors, non sans lancer un dernier regard venimeux à Sophie. Ce n'est pas fini, Sophie. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, Sophie s'effondra sur une chaise dans le hall, tremblante. Julien s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va. Elle est partie. »« Ça ne va pas, » murmura Sophie. « Elle a raison sur une chose. Je vais détruire ton entreprise. Je vais te détruire aussi. »« Regarde-moi, » dit Julien, soulevant son menton. « La seule chose qui va être détruite ici, c'est le mensonge qu'elle a construit. Je te le promets. » Sophie regarda dans ses yeux et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans, quelqu'un qui croyait vraiment en elle. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment, Cassandra monta dans sa limousine avec un sourire satisfait. Le lendemain, Sophie était dans l'atelier de la Tour Ellington, mettant la touche finale à sa collection pour le défilé de la Fashion Week qui aurait lieu dans 48 heures. 5 pièces révolutionnaires étaient exposées sur des mannequins, chacune représentant une étape de transformation, de la destruction à la renaissance, des déchets au luxe. Il était 2 heures du matin quand elle décida enfin de rentrer chez elle. Le défilé serait sa chance de prouver au monde que Sophie Bennett n'avait pas seulement survécu, elle était revenue plus forte. « Demain sera parfait », murmura-t-elle à elle-même, éteignant les lumières de l'atelier. À l'extérieur du bâtiment, Cassandra observait par la fenêtre de la limousine. Elle avait soudoyé 2 gardes de sécurité avec $10 000 chacun pour lui donner accès après les heures d'ouverture. « 50 minutes, dit-elle au chauffeur. Pas plus. » À 3 heures du matin, Cassandra entra dans l'atelier, tenant une paire de ciseaux professionnels. Une par une, elle détruisit systématiquement chaque pièce de la collection de Sophie. Des coupes précises ruinèrent des mois de travail, tissus déchirés, broderies défaites, structures brisées. Quand elle eut fini, l'atelier ressemblait à un champ de bataille textile. Sophie arriva le lendemain matin avec un café à la main et un sourire plein d'espoir. Ce qu'elle trouva la fit tomber à genoux parmi les débris. « Non, non, non », répéta-t-elle, ramassant des morceaux de tissu déchiquetés. En 3 ans dans la rue, Sophie n'avait jamais pleuré, ni quand elle avait faim, ni quand elle était humiliée, ni même quand elle dormait dans le froid. Mais maintenant, voyant ses rêves littéralement en morceaux, les larmes coulèrent comme une tempête. Julienne arriva 1 heure plus tard et trouva Sophie assise par terre, tenant les restes d'une robe dans ses bras. « Mon Dieu, Sophie, que s'est-il passé ici? Elle a tout détruit. » sanglota Sophie. « Cassandra a tout détruit. Je n'ai plus rien pour le défilé. » Julien s'agenouilla à côté d'elle, ressentant une colère qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Alors nous allons reconstruire. Julien, il reste 40 heures avant le défilé. C'est impossible. » « Rien n'est impossible. » Julien prit le téléphone et appela tous les employés de l'entreprise,
annulant tous les congés et convoquant une réunion d'urgence. En 1 heure, tout le département de design était dans l'atelier, avec des assistants, des stagiaires, et même des membres du personnel de ménage. Tout le monde, annonça Julian, nous allons aider Sophie à créer la collection la plus incroyable que New York ait jamais vue en 36 heures. Olivia, qui était devenue une alliée réticente, s'avança. Que devons-nous faire? Sophie essuya ses larmes et se leva. Nous avons besoin de déchets. Beaucoup de déchets. Plastique, tissus jetés, tout ce que nous pouvons transformer. Lucari. Vous voulez qu'on parcourt la ville à la recherche d'ordures? Exactement. Et ainsi commença l'opération la plus inhabituelle de l'histoire de la mode new-yorkaise. Des équipes se dispersèrent à travers Manhattan, cherchant des matériaux recyclables dans les bennes, les centres de recyclage, et même en demandant des dons aux magasins de tissus. Sophie travailla 30 heures d'affilée, s'arrêtant seulement pour boire de l'eau et manger les sandwichs que l'équipe lui apportait. Ses mains volaient sur la machine à coudre, créant des miracles avec ce que les autres appelleraient des ordures. Les sacs plastiques colorés se transformèrent en tuiles éthérées. Les vieux journaux devinrent des structures architecturales. Les bouteilles en plastique fondu créèrent des textures jamais vues. Le jour du défilé, le Lincoln Center était rempli de l'élite mondiale de la mode, critiques, acheteurs, célébrités, tous attendant de voir si la légende de LS était réelle ou juste un mythe urbain. Cassandra était assise au premier rang, confiante que Sophie n'aurait rien à montrer. Les lumières s'éteignirent. La musique commença. La première mannequin apparut, portant une robe faite entièrement de sacs plastiques bleus qui flottaient comme de l'eau. Le public se tut. La deuxième pièce était un manteau structuré fait de journaux vernis qui ressemblait à du cuir haut de gamme. La troisième mannequin sortit dans une robe de soirée faite de bouteilles en plastique transparente, créant un effet de cristal sous les lumières. La quatrième pièce était un ensemble fait de tissus jetés, formant une mosaïque de couleurs à couper le souffle. Et puis vint la pièce finale, une robe de mariée faite entièrement de matériaux symbolisant la Renaissance, papillons en papier, fleurs en plastique, une traîne qui semblait constamment en transformation. Quand Sophie apparut à la fin du défilé, le silence se transforma en une ovation debout qui dura 5 minutes. Les critiques se levèrent. Les flashs des appareils photo fusèrent. Une révolution de la mode, cria le rédacteur de Vogue. Sophie Bennett a redéfini la durabilité, déclara le critique du Times. Cassandra observa depuis le public, le visage rouge de colère, voyant sa vengeance se transformer en le plus grand triomphe de Sophie. Après le défilé, Julian trouva Sophie en coulisses, encore sous le choc du succès. « Tu l'as fait » dit-il, souriant. « Nous l'avons fait » corrigea-t-elle. « Veux-tu dîner avec moi pour célébrer » Sophie marqua une pause, puis sourit. « J'adorais. » Ils dînèrent dans un petit restaurant italien à Soho, loin des projecteurs et de l'agitation de la Fashion Week. La conversation coulait naturellement, avec des rires et des histoires, comme s'ils étaient de vieux amis. « Merci, » dit Sophie, quand ils finirent le dessert, « de croire en moi quand personne d'autre ne l'a fait. »« Merci de m'avoir rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de la mode, » répondit Julian. Quand il l'accompagna à l'appartement que l'entreprise lui avait loué, ils s'arrêtèrent à la porte et se regardèrent intensément. « Sophie » commença Julian, s'approchant. « Julian » murmura-t-elle, se rapprochant aussi. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Sophie pouvait sentir son souffle, voir l'intensité dans ses yeux. Le moment était chargé de toute la tension et l'attraction qui avait grandi entre eux. Ils se rapprochèrent encore, mais Sophie recula légèrement. « Devrions-nous y aller doucement » dit-elle, la voix tremblante. Julien hocha la tête, compréhensif. « Tu has raison. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Julian. » Elle entra dans l'appartement, le cœur battant, sachant que quelque chose entre eux avait changé pour toujours. Dehors, Julian resta immobile un moment, souriant pour lui-même. Pendant ce temps, dans son pantouse, Cassandra brisait des verres en cristal contre le mur, planifiant son prochain coup. La guerre était loin d'être terminée, mais pour la première fois en 3 ans, Sophie Bennett s'endormit avec un sourire, sachant qu'elle avait prouvé que des miracles pouvaient naître des cendres, et que juste peu, elle pourrait retrouver l'amour. 3 jours après l'immense succès du défilé, Sophie organisait son nouvel atelier quand elle entendit des voix familières venant du bureau de Julian. Curieuse, elle s'approcha de la porte entr'ouverte et vit une femme élégante aux cheveux bruns parler avec animation avec lui. « Jules, je suis si fière de toi, » dit la femme. La collection de Sophie était révolutionnaire. « Tu as fait le bon choix. » Sophie se figea. Elle reconnut ce visage et cette voix immédiatement. Impossible d'oublier. 5 ans plus tôt, Sophie rentrait de l'atelier lorsqu'elle vit une voiture hors de contrôle foncer droit sur une femme distraite traversant la rue, parlant au téléphone. Sans réfléchir, Sophie courut et poussa la femme hors du chemin de la voiture, lui sauvant la vie. La femme l'avait remerciée avec émotion, mais Sophie était partie rapidement, sans donner son nom.
C'était Eleanor Hawthorne, la sœur de Julian. Le cœur de Sophie sombra. Tout devint soudainement d'une clarté dévastatrice. Julian ne l'avait pas aidée à cause de son talent. Il savait qui elle était dès le premier moment dans le parc. Il savait qu'elle avait sauvé Eleanor. Avec des jambes tremblantes, Sophie frappa à la porte. « Julian, puis-je te parler ?»« Bien sûr. » Il ouvrit la porte avec un sourire. « Sophie, voici ma sœur Eleanor. »« Eleanor, voici Sophie Bennett, la créatrice extraordinaire dont je t'ai tant parlé. » Eleanor sourit chaleureusement. « C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement, Sophie. Jules ne peut pas arrêter de parler de vous. » Sophie força un sourire, mais ses yeux restèrent fixés sur Julian. « J'ai besoin de te parler en privé. » Eleanor remarqua la tension. « Je vous laisse discuter. » Ce fut un plaisir, Sophie. Une fois seule, Sophie croisa les bras. « Depuis combien de temps savais-tu, savais-tu quoi ?» Julien semblait sincèrement confus. « Que j'ai sauvé ta sœur il y a 5 ans. C'est pour ça que tu m'as aidé, n'est-ce pas ? » Par gratitude. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « Sophie, de quoi parles-tu ? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Eleanor est la femme que j'ai sauvée d'un accident il y a 5 ans. Tu m'as reconnu dans le parc et tu as décidé de rendre l'appareil. » Julien secoua la tête vigoureusement. « Sophie, je te jure que je ne savais pas. Eleanor ne m'a jamais dit le nom de la personne qui l'avait sauvée. Elle a seulement dit qu'une femme courageuse avait risqué sa vie pour elle. Tu veux que je croie ça ?» Julien s'approcha d'elle. « Sophie, regarde-moi. Si j'avais su que tu avais sauvé ma sœur, penses-tu que je t'aurais laissé vivre dans la rue pendant 3 ans ? J'aurais remué ciel et terre pour te trouver. » Sophie étudia son visage, cherchant des signes de mensonge. « Alors pourquoi m'as-tu aidé ?» Julien prit ses mains. « Parce que dès l'instant où je t'ai vu dans le parc, créant de l'art de tes propres mains, j'ai vu quelque chose de spécial. Et chaque jour depuis, je suis tombé encore plus amoureux de la femme forte, talentueuse et résiliente que tu es devenue. Julien, je suis tombé amoureux de toi, Sophie. Pas de la femme qui a sauvé ma sœur, pas de la légendaire LS, mais de toi. La femme qui transforme les déchets en beauté, qui n'abandonne jamais, qui a le cœur le plus gentil que j'ai jamais connu. » Des larmes commencèrent à monter aux yeux de Sophie. « Es-tu sûr ? » »« Absolument. » Il se pencha et toucha doucement son visage. « Puis-je t'embrasser ?» Sophie hocha la tête, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et émouvant. À cet instant, tous les doutes et les peurs disparurent. « Veux-tu marcher avec moi ?» demanda Julien, lorsqu'ils se séparèrent. Ils se promenèrent jusqu'à Central Park, parlant et riant comme un couple amoureux. Quand une légère pluie commença, au lieu de chercher un abri, ils s'arrêtèrent et restèrent sous la pluie. « Sophie, » dit Julien, la serrant plus près, « je t'aime. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Et là, sous la douce pluie new-yorkaise, ils s'embrassèrent à nouveau. Cette fois, sans hâte ni doute, juste 2 cœurs qui avaient trouvé un foyer l'un dans l'autre. Le lendemain, Julien était dans son bureau quand le détective privé qu'il avait engagé frappa à la porte. « Monsieur Hawthorne, j'ai des informations importantes sur Cassandra Sterling. » Julien se redressa dans son fauteuil. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Le détective ouvrit un dossier rempli de documents. « J'ai trouvé assez de preuves pour accuser Cassandra de fraude, de falsification et de blanchiment d'argent. Elle a systématiquement falsifié les signatures de Sophie Bennett et créé un réseau complexe de faux comptes bancaires. » Julien examina les documents, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Est-ce suffisant pour blanchir le nom de Sophie ? Plus que suffisant. Cassandra Sterling est la vraie criminelle. Sophie Bennett est complètement innocente. Julien sourit pour la première fois depuis des jours. Préparez tout pour le présenter aux autorités, détective. Oui, monsieur. Excellent travail. Après le départ du détective, Julien décrocha le téléphone pour appeler Sophie. Il avait enfin la preuve qui blanchirait son nom et lui permettrait de reconstruire sa vie. La vérité éclatait enfin. Madison Square Garden avait été transformé en une arène de mode durable. Des drapeaux de 50 pays pendaient au plafond, tandis qu'une foule de créateurs, d'investisseurs et de critiques de mode se rassemblaient pour assister à la compétition mondiale Green Fashion, l'événement le plus prestigieux en mode éco-responsable. Sophie ajusta nerveusement son blasé recyclé, observant les derniers concurrents. Elle avait atteint ce stade après avoir surpassé plus de 1000 candidats à travers le monde. Maintenant, seuls 5 créateurs restaient, en compétition pour le prix de 10 millions de dollars. « Mesdames et messieurs, » annonça l'hôte, chaque finaliste aura 6 heures pour créer une pièce révolutionnaire, en utilisant uniquement des matériaux durables fournis par l'organisation. Le gagnant sera choisi en fonction de l'innovation, de l'impact environnemental et de la viabilité commerciale. Sophie fut conduite à son poste de travail, où elle trouva des piles de matériaux organiques, de tissus recyclés et d'algues séchées. Ses yeux s'illuminèrent. Pendant des semaines, elle avait expérimenté secrètement des biocomposés à base d'algues,
essayant de créer un tissu à la fois luxueux et entièrement biodégradable. « Parfait », murmura-t-elle, ramassant les algues. De l'autre côté de l'arène, Ivan Petrov, un créateur russe connu pour ses techniques agressives, observait Sophie avec un intérêt calculé. Il avait entendu des rumeurs sur ses expériences en biotechnologie. « Nicolas », murmura-t-il à son assistant, « je dois savoir exactement ce que fait cette Américaine. » Pendant que Sophie travaillait, elle commença le processus de transformation des algues en fibres textiles. Elle mélangea des extraits d'algues avec des polymères naturels, créant une pâte visqueuse qui serait ensuite transformée en fils. La technique était révolutionnaire, quelque chose qu'elle avait développé pendant des nuits au refuge, utilisant un équipement improvisé dans un laboratoire universitaire ouvert 24 heures. 2 heures passèrent. Sophie était si concentrée qu'elle ne remarqua pas Nikolai s'approcher furtivement de son poste de travail avec une petite caméra cachée, photographiant ses formules et ses notes. Technique intéressante, commenta Méline, la créatrice chinoise à l'espace voisin. Je n'ai jamais vu quelqu'un traiter les algues comme ça. C'est une expérience, répondit modestement Sophie, ne voulant pas révéler des années de recherche. Mais Ivan en avait assez entendu. Il retourna rapidement à son poste et commença à reproduire le processus de Sophie, utilisant les photos prises par Nicolas. À la 3e heure, Sophie remarqua qu'Ivan utilisait une technique étrangement similaire à la sienne. « Julien », murmura-t-elle, lorsqu'il passa pendant une inspection des juges, « je pense que quelqu'un copie mon travail. » Julien observa en silence et vit Ivan manipuler les algues de la même manière que Sophie. « As-tu des preuves ? Ma formule est protégée par un brevet provisoire. S'il l'utilise, il viole la propriété intellectuelle. » Julien hocha la tête à l'un des organisateurs et signala la situation. Une enquête discrète commença, mais la compétition ne pouvait pas être arrêtée. Sophie décida que la meilleure défense était l'attaque. Au lieu de créer un seul tissu, elle développa 3 variantes. L'une qui changeait de couleur avec la température, une autre qui pouvait se réparer seule lorsqu'elle était endommagée, et une 3e naturellement antibactérienne. À la 5e heure, pendant que les autres concurrents luttaient pour terminer leur création, Sophie cousait une robe qui semblait sortie d'un conte de fées marins. Le tissu d'algue avait une texture fluide qui rappelait l'eau courante, avec des reflets irisés qui changeaient avec la lumière. Temps écoulé, annonça l'hôte. Les 5 finalistes présentèrent leur création à un panel de juges composé d'icônes de la mode durable, d'investisseurs en technologie verte et de représentants d'ONG environnementales. Le premier concurrent montra des vêtements faits de fibres d'ananas, une technique intéressante mais limitée. Le second utilisa des pièces faites de champignons cultivés, innovantes mais à l'attrait commercial douteux. Méline surprit avec des vêtements faits de plumes de poulet jetées par l'industrie alimentaire, transformés en tissus luxueux. Ivan présenta sa version des tissus d'algues, mais les juges remarquèrent immédiatement que c'était une copie inférieure. « Monsieur Petrov, » dit le juge principal, « votre technique est intéressante, mais elle semble familière. Pouvez-vous expliquer le processus de développement ?» Ivan bégaya, ne comprenant clairement pas ce qu'il avait copié. « C'est un processus traditionnel russe, adapté pour les algues modernes. » Sophie cacha un sourire. Il était évident qu'il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il n'avait pas développé la technique. Enfin, ce fut son tour. « Honorable juge, » commença Sophie, « je présente l'avenir de la mode durable, des tissus biotechnologiques dérivés d'algues qui sont non seulement entièrement biodégradables, mais offrent des propriétés fonctionnelles impossibles à reproduire avec des matériaux traditionnels. » Elle démontra comment le tissu passait du bleu au vert lorsqu'il était chauffé, comment de petites coupures se refermaient en quelques minutes, et comment il restait frais et sans odeur même après des heures d'utilisation. Ce processus, continua-t-elle, peut être reproduit en utilisant des algues cultivées dans des fermes aquatiques, créant une industrie textile qui améliore réellement l'environnement au lieu de lui nuire. Le jury resta silencieux un long moment, examinant la robe et testant ses propriétés extraordinaires. Après 2 heures de délibération, le chef du jury revint sur scène. La décision était unanime. La gagnante de Green Fashion Global, avec la création la plus révolutionnaire que nous ayons jamais vue, est Sophie Bennett des États-Unis. La foule éclata en applaudissements. Sophie pouvait à peine y croire. 10 millions de dollars et une reconnaissance mondiale comme pionnière des tissus biotechnologiques. Julien courut sur scène et la serra dans ses bras. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. »« Nous l'avons fait, » corrigea TL, l'embrassant devant des milliers de personnes. Mais la célébration fut de courte durée. Le lendemain, Sophie était dans son nouveau laboratoire quand Julian arriva avec un air sérieux. « Nous avons un problème, » dit-il, fermant la porte. « Quel genre de problème ? » Le conseil d'Ellington a appris ton passé grâce à la couverture de la compétition. Ils veulent une réunion d'urgence. Dans la salle de conférence, Sophie fit face à 12 visages sévères, les membres les plus traditionnels du conseil d'administration d'Ellington Fashion. « Mademoiselle Bennett, » dit le président du conseil, un homme de 70 ans nommé Frederick Ellington III,
nous sommes très préoccupés par les révélations concernant votre passé criminel. Monsieur Ellington, les accusations contre moi ont été fabriquées. Nous avons des preuves. Nous nous moquons de votre innocence, interrompit un autre membre. Ce qui nous importe, c'est notre réputation. Ellington Fashion sert l'élite conservatrice depuis 4 générations. Nous ne pouvons pas être liés à des scandales. Julian se leva. Messieurs, Sophie vient de remporter la compétition de mode durable la plus prestigieuse au monde. Elle vaut des dizaines de millions pour notre entreprise. Et vous, Julian, dit froidement Frédéric, devrez faire un choix. Votre obsession pour cette femme obscurcit votre jugement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Quel genre de choix? Demanda Julian, bien qu'il connût déjà la réponse. L'entreprise familiale ou Sophie Bennett? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Sophie sentit son monde s'effondrer à nouveau. Elle regarda Julian, voyant l'angoisse dans ses yeux. Julian, murmura-t-elle, tu n'as pas à choisir. Je comprends. Sophie, non. Ellington est ta vie, ta famille. Je ne peux pas te demander d'abandonner ça. Frédéric sourit, satisfait. Je vois que mademoiselle Bennett est censée. Julian, vous avez 48 heures pour mettre fin à toute association avec elle. Sophie quitta la pièce avec dignité, mais Julien pouvait voir qu'elle se brisait à l'intérieur. Dehors, elle s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Une fois de plus, le passé était revenu détruire son avenir. Mais cette fois, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas il y a 3 ans. Elle savait qui elle était vraiment, et elle savait qu'elle valait bien plus que n'importe quelle entreprise. Sophie organisait ses affaires dans le laboratoire lorsqu'elle entendit des voix élevées venant de la salle de réunion à côté. Le mur n'était pas aussi épais qu'il y semblait, et elle pouvait clairement distinguer les mots des actionnaires. « Julian, vous avez complètement perdu la tête. » C'était la voix de Frédéric Ellington III. « Cette femme est un risque calculé que notre entreprise ne peut pas se permettre. Elle nous a fait gagner 10 millions de dollars hier, répondit Julian, clairement frustré. Et combien de millions perdrons-nous quand nos clients traditionnels découvriront que nous avons embauché une criminelle, rétorqua un autre actionnaire. Sophie s'appuya contre le mur, sans le vouloir, essayant d'écouter mieux. La famille Vanderbilt a déjà annulé 3 commandes, continua Frédéric. Les Rothschild reconsidèrent notre partenariat. Vous voulez détruire 4 générations de tradition pour une aventure? Ce n'est pas une aventure, explosa Julian. Sophie est talentueuse, honnête, et exactement ce dont notre entreprise a besoin pour se moderniser. Donc, vous la choisissez plutôt que la famille? La voix de Frédéric baissa dangereusement. Parce que c'est exactement ce qui se passe, Julian. Soit elle part, soit vous partez. Et si vous partez, Eleanor perd son fonds fiduciaire aussi. Réfléchissez bien à ce que vous sacrifiez. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Julian avait une sœur à protéger, des responsabilités familiales. Elle n'aurait jamais dû le laisser s'impliquer dans ses problèmes. Quand le silence s'étira pendant de longues secondes dans la salle de réunion, Sophie sut que Julian envisageait l'offre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il enfin. Sophie s'éloigna du mur, le cœur brisé. Le temps de réfléchir signifiait qu'il envisageait sérieusement de choisir l'entreprise. Elle se précipita dans le couloir, essayant d'atteindre l'ascenseur sans être vue, mais elle heurta Frédéric Ellington III, qui sortait de la réunion avec un air satisfait. « Ah, mademoiselle Bennett en personne, dit-il, avec un sourire cruel. Vous venez de m'épargner un appel téléphonique. Monsieur Ellington, Sophie tenta de le contourner. Pas si vite, il bloqua son chemin. Je veux que vous compreniez une chose. Les gens comme vous n'ont pas leur place dans notre monde. Vous pouvez gagner tous les prix que vous voulez, mais vous serez toujours des ordures essayant de passer pour de l'or. Sophie s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Vous avez raison, dit-elle, d'une voix calme et polie. Je n'ai vraiment pas ma place dans votre monde. Heureusement, Frédéric fronça les sourcils, ne s'attendant pas à cette réponse. Vous voyez, monsieur Ellington, continua Sophie, dans mon monde, les gens s'aident les uns les autres quand ils sont en difficulté. Dans mon monde, le talent vaut plus qu'un nom de famille. Et dans mon monde, personne n'a besoin d'humilier les autres pour se sentir important. Elle fit un pas en avant. Alors, merci de m'avoir rappelé que je ne voudrais pas appartenir à un monde où des gens comme vous font les règles. Frédéric rougit, ne sachant pas comment répondre à la dignité silencieuse de Sophie. Vous êtes impoli. Je suis honnête. Excusez-moi. Sophie le contourna et se dirigea vers l'ascenseur, laissant Frédéric seul dans le couloir, visiblement embarrassé d'avoir été confronté avec tant de grâce. Dans l'ascenseur, Sophie prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas attendre de voir quelle serait la décision de Julian. La conversation qu'elle avait entendue montrait clairement qu'il avait des responsabilités plus grandes que leur relation. Dans son appartement, Sophie s'assit à la table de la cuisine avec une feuille de papier vierge. Après quelques longues minutes, elle commença à écrire. « Julian,
Merci de m'avoir rappelé que je n'ai pas ma place dans ton monde. Tu avais raison depuis le début. Nous venons de mondes différents, et j'ai été naïf de penser que cela n'aurait pas d'importance. Je ne veux pas que tu sacrifies ta famille et ton entreprise pour moi. Frédéric a raison. Je suis un risque que tu ne peux pas te permettre. Je pars aujourd'hui. S'il te plaît, n'essaie pas de me trouver. Tu m'as donné quelque chose que j'avais perdu il y a 3 ans, l'espoir. Et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. Sois heureux, Julien. Tu mérites quelqu'un qui puisse être à tes côtés sans apporter de complications. Pour toujours reconnaissante, Sophie. Elle plia soigneusement la lettre et la laissa sur la table. Puis elle prit sa seule valise et commença à emballer ses quelques affaires. 1 heure plus tard, Sophie était à la réception de la tour Ellington, rendant son badge à Clarissa. « Vous partez déjà » demanda Clarissa, avec une fausse inquiétude. « Oui », Sophie plaça la lettre sur le bureau. « Pouvez-vous la donner à Monsieur Hawthorne, s'il vous plaît ?»« Bien sûr. » Sophie jeta un dernier regard à l'ascenseur doré, au marbre poli, au monde qui avait été le sien pendant quelques semaines. Puis elle franchit les portes vitrées, ne portant que sa valise et sa dignité. Depuis le 40e étage, Julien regardait par la fenêtre, ignorant que la femme qu'il aimait quittait sa vie pour toujours, croyant qu'il avait choisi l'argent et le prestige plutôt que l'amour. Sophie marcha dans les rues familières du Lower East Side, valise à la main. Mais cette fois, c'était différent. Il y a 3 ans, elle était arrivée dans ces rues vaincues, invisibles, brisées. Maintenant, même en revenant au même endroit, elle portait quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, un but. Elle loua une petite chambre dans un refuge social pour 20 $ par semaine, le maximum qu'elle pouvait se permettre avec l'argent qu'elle avait économisé. L'espace était petit, mais il offrait quelque chose que le parc n'avait jamais offert, l'intimité et une connexion Internet. Cette première nuit, Sophie ouvrit son téléphone et vit des centaines de messages sur Instagram. Pendant son temps chez Ellington, des journalistes et des fans de mode avaient découvert ses réseaux sociaux, et maintenant elle avait plus de 50 000 abonnés attendant du contenu. Une idée commença à se former dans son esprit. Le lendemain, Sophie posta sa première vidéo. « Bonjour tout le monde, je suis Sophie Bennett, et je veux vous montrer que la mode durable n'est pas réservée aux riches. C'est un droit pour quiconque a de la créativité. » Elle était assise sur le sol du refuge, avec des sacs d'épicerie, du ruban adhésif et une aiguille à la main. « Aujourd'hui, nous allons confectionner une robe de soirée à partir de sacs d'épicerie. Oui, vous avez bien entendu. Une robe qui coûtera moins de 5 $ et sera plus unique que n'importe quelle création de marque de luxe. » Pendant 20 minutes, Sophie montra, étape par étape, comment transformer des sacs plastiques en une robe élégante. Ses mains habiles coupaient, cousaient et modelaient, tout en expliquant chaque technique de manière simple et avec humour. La véritable élégance ne vient pas du prix des vêtements, mais de la confiance de la personne qui les porte, conclut-elle, présentant la robe terminée. La vidéo devint virale. En 24 heures, elle accumula 2 millions de vues, 50 000 commentaires et fut partagée par des célébrités soutenant l'environnement. Sophie lança le mouvement Trash to Treasure, publiant des tutoriels quotidiens. Comment confectionner un blazer à partir de vieux journaux, transformer des bouteilles en plastique en sacs de luxe, ou convertir un jean déchiré en une jupe de soirée. Chaque vidéo était filmée dans le refuge, dans les rues ou dans des centres communautaires. Sophie montrait que la créativité n'avait pas besoin de studios coûteux ni de matériaux importés. Les commentaires étaient remplis de louanges. « Sophie, tu as sauvé ma garde-robe et mon budget. Ma fille de 12 ans veut maintenant devenir créatrice durable grâce à toi. Tu prouves que le vrai talent n'a pas besoin d'une grande entreprise derrière lui. » En 2 semaines, Sophie atteignit 500 000 abonnés. De petites marques commencèrent à proposer des partenariats. Un éditeur suggéra un livre sur la mode durable. Mais le meilleur était les messages personnels. « Sophie, je suis une mère célibataire, et tes astuces m'ont permis d'habiller mes enfants avec dignité. J'étais au chômage et j'ai commencé à vendre les pièces que j'ai apprises à faire grâce à toi. Maintenant, j'ai ma propre boutique en ligne. » Sophie réalisa qu'elle avait trouvé son véritable but, rendre la mode accessible à tous. Pendant ce temps, Julien était dévasté. Il passa des jours à chercher Sophie, appelant tous les hôtels, refuges et pensions de Manhattan. Lorsqu'il apprit enfin l'existence de la lettre que Clarissa avait oublié de lui remettre pendant 2 jours, il était trop tard. Il lut les mots de Sophie, le cœur brisé. « Merci de m'avoir rappelé que je n'ai pas ma place dans ton monde. » Elle n'a pas compris, murmura-t-il. Je n'ai jamais choisi l'entreprise. J'avais prévu de partir. Julien courut à Washington Square Park, là où tout avait commencé. Mais Sophie n'y était pas. Il interrogea des sans-abri, des vendeurs ambulants, tous ceux qui pourraient savoir. La femme qui cousait ici ? Dit un vieil homme vendant des hot-dogs. Elle est revenue quelques jours, mais maintenant elle est partie. J'ai entendu dire qu'elle est célèbre sur Internet. Julien trouva l'Instagram de Sophie et regarda toutes les vidéos,
ressentant un mélange de fierté et de douleur. Elle brillait, mais sans lui. Sophie, de son côté, avait trouvé une nouvelle famille dans le refuge pour femmes où elle vivait désormais. Chaque après-midi, elle enseignait la couture aux autres résidentes, des femmes qui, comme elle, avaient tout perdu mais pas leur espoir. Sophie, dit Isabella, une immigrante salvadorienne, tu nous as appris qu'on peut être belle sans dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et plus important encore, ajouta Rachel, une jeune mère, tu nous as appris que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des hommes riches. Sophie sourit. C'était vrai. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière sans avoir besoin de la validation de quiconque. Ses cours de couture au refuge devinrent également du contenu pour Instagram. Le mouvement Trash Talk Treasure atteignit 1 million d'abonnés. Sophie commença à recevoir des invitations pour parler dans des universités, des propositions de documentaires et des offres de grandes marques, mais elle refusa toute opportunité qui l'éloignerait de sa mission, enseigner que la beauté et la dignité sont des droits universels, pas des privilèges. Une nuit, alors qu'elle montait une nouvelle vidéo sur la fabrication d'accessoires à partir de bouchons de bouteilles, Sophie reçut un message qui la fit s'arrêter. « Sophie, je suis le PDG d'une petite marque de mode durable au Brésil. Tes techniques ont sauvé mon entreprise. Tu as changé ma vie. Merci de prouver que la mode peut être une force de changement social. » Sophie sourit et regarda autour d'elle dans le refuge. Les femmes cousaient tranquillement, certaines suivant ses tutoriels, d'autres créant leur propre version. Elle avait perdu Julien. Elle avait perdu la tour Ellington. Elle avait perdu le monde du luxe qui avait été le sien un instant. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus grand. La certitude qu'elle n'avait besoin d'aucun monde au-delà de celui qu'elle construisait elle-même. Un monde où les déchets devenaient des trésors, où la créativité surpassait l'argent, et où une femme qui avait tout perdu découvrait qu'elle avait en réalité tout ce dont elle avait besoin en elle. De l'autre côté de la ville, Julienne regardait par la fenêtre de son bureau vide, sachant qu'il avait perdu la seule femme qu'il avait vraiment aimée, et qu'il était peu, être trop tard pour la reconquérir. Julienne était dans la salle de réunion d'Ellington Fashion, face à 12 visages sévères, attendant sa décision finale. Frédéric Ellington III tambourinait impatiemment des doigts sur la table en acajou. « Alors, Julien ?» demanda-t-il sèchement, « avez-vous pris votre décision concernant la situation Bennett ?» Julien se leva lentement, regardant chaque membre du conseil. Ces gens, qu'il connaissait depuis l'enfance, avaient façonné son éducation commerciale, représentant 4 générations de traditions familiales. « Oui, j'ai pris ma décision, » dit-il fermement. « Excellent. Je suis sûr je démissionne de mon poste de PDG d'Ellington Fashion, avec effet immédiat. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. Frédéric devint pâle. « Avez-vous perdu la tête ?» Julien sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Voici ma lettre de démission officielle et ma renonciation à tous les droits sur les actions de l'entreprise. » « Julien, réfléchissez à ce que vous faites, » cria un autre membre du conseil. « Vous jetez une fortune. » « Non, » répondit calmement Julien, « je choisis la véritable richesse. » Il se dirigea vers la porte. « Je préférais être pauvre avec Sophie que riche sans elle. » Frédéric se leva rapidement. « Si vous franchissez cette porte, vous ne reviendrez pas. La famille ne vous pardonnera pas. » Julien s'arrêta au seuil et se retourna. « Alors ce n'est pas vraiment une famille, n'est-ce pas? Parce qu'une vraie famille soutiendrait quelqu'un qui a trouvé l'amour. » Il partit, fermant la porte derrière lui pour toujours. Pendant 2 semaines, Julien chercha Sophie sans relâche. Il visita chaque refuge, centre communautaire et association caritative de Manhattan. Enfin, une travailleuse sociale du Lower East Side lui donna une piste. La femme qui enseigne la couture, elle est au Hope Children's Center aujourd'hui. Elle donne des cours aux enfants orphelins tous les mercredis après-midi. Julien arriva au centre et entendit des rires d'enfants venant d'une pièce à l'étage. Il monta discrètement et s'arrêta à la porte légèrement entr'ouverte. Sophie était assise par terre, entourée de 12 enfants âgés de 6 à 12 ans. Chacun avait une aiguille en plastique et des morceaux de tissu colorés. « Maintenant, vous allez faire le point que je vous ai appris la semaine dernière, » dit Sophie, avec une patience infinie. « Vous vous souvenez? En avant, en bas, tirez. »« Mademoiselle Sophie, » cria une fillette aux cheveux bouclés, « le mien est tordu. » « Il n'y a pas de couture tordue, Lily. Il n'y a que des coutures uniques. Chaque point que tu fais a sa propre personnalité, tout comme toi. » Julien sourit, malgré lui. Même là, assise sur le sol d'un centre communautaire, Sophie rayonnait de la même passion et de la même gentillesse qu'il avait conquis. « Mademoiselle Sophie, » demanda un garçon timide, « pourquoi enseignez-vous ça gratuitement? À la télé, ils disent que vous êtes célèbre. » Sophie marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Tu sais, Noah, la chose la plus belle quand on sait faire quelque chose de spécial, c'est de pouvoir partager cette connaissance. Quand je vous enseigne, vous apprenez. Mais j'apprends aussi. J'apprends qu'il y a de la beauté en tout,
et que tout le monde mérite de se sentir spécial. Même nous? Demanda Lily. Même sans famille? Sophie la serra dans ses bras. Surtout vous, parce que vous êtes courageux, fort, et vous avez de grands cœurs. Et maintenant, vous saurez aussi faire de belles choses avec vos propres mains. Julian sentit des larmes monter à ses yeux. Là était la femme qu'il aimait, changeant la vie d'enfant oublié par la société. Quand le cours se termina et que les enfants coururent pour l'heure du goûter, Julian entra dans la pièce. « Sophie, dit-il, s'approchant lentement. Comment m'as-tu trouvé? Je t'ai cherché dans tout New York, dit-il. Sophie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Si tu es venue pour me convaincre de revenir à Ellington, j'ai quitté Ellington. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi? Julien s'agenouilla par terre à côté d'elle. J'ai tout quitté, l'entreprise, les actions, l'argent, tout, Julien, non. Ta famille, ta vie. Ma vie, c'est toi, l'interrompit-il. Sophie, je n'ai jamais choisi l'entreprise. J'essayais de trouver un moyen de protéger à la fois toi et Ellington, mais j'ai réalisé que j'étais lâche. Des larmes coulèrent sur le visage de Sophie. Mais qu'en est-il d'Éléanore et de ton avenir? Éléanore me soutient. Elle a dit qu'elle préférait avoir un frère heureux et pauvre qu'un frère riche et misérable. Et mon avenir, il prit ses mains, mon avenir n'a de sens que si tu en fais partie. Sophie, pardonne-moi d'avoir réalisé trop tard que c'est toi que j'ai toujours voulu. Pas la créatrice célèbre, pas la gagnante du prix, mais toi. La femme qui transforme les déchets en art, qui enseigne aux enfants avec une patience infinie, qui a le courage de recommencer autant de fois qu'il le faut. Sophie pleura ouvertement. Non, je t'aime, continua Julien. Et je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui représente tout ce en quoi nous croyons. Quel genre de chose? Julien sourit. Une marque de mode vraiment durable, pour des gens comme ses enfants, pour des gens comme toi il y a 3 ans. Un luxe abordable, une mode consciente, une beauté pour tous. Sophie le regarda profondément. Es-tu sûr? Parce que ce ne sera pas facile. Ce sera beaucoup de travail, peu d'argent au début, beaucoup de risques. J'en suis absolument sûr. Ils s'embrassèrent là, sur le sol de la salle de classe, tandis que les dessins des enfants sur les murs étaient témoins de la renaissance d'un amour qui avait surmonté l'argent, la tradition et la peur. Dans les semaines qui suivirent, Julian et Sophie créèrent Luminary, une marque qui combinait des techniques durables avec un design accessible. Ils travaillaient 6 heures par jour dans un petit atelier à Brooklyn, financé par les derniers dollars de Julian et les contrats de contenu numérique de Sophie. La chimie entre eux était évidente. Julian gérait le côté commercial, tandis que Sophie créait, mais ils partageaient constamment des idées, riaient ensemble et se soutenaient dans les moments difficiles. « Es-tu sûr de ne pas regretter l'ancienne vie ?» demanda Sophie une nuit, alors qu'ils travaillaient tard. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, » dit Julian, l'embrassant sur le front. Mais leur paix fut brutalement interrompue. Un matin, alors qu'ils prenaient un café dans l'atelier, ils reçurent un appel inattendu. « Sophie Bennett, » dit une voix familière et détestée. « Cassandra. Chérie, j'ai entendu dire que toi et ton ex-petite amie jouaient aux entrepreneurs. Comme c'est charmant. Que veux-tu? Je veux proposer un duel. Un dernier, à la prochaine Fashion Week de New York. Sterling Empire contre, comment vous appelez ça, Luminary. » Elle rit avec mépris. Julian prit le téléphone. Cassandra, quel genre de duel? Un défilé simultané. Même soir, scènes opposées au Lincoln Center. Voyons qui est la véritable reine de la mode. Le gagnant rafle tout, contrat, client, respect de l'industrie. Le perdant, eh bien, le perdant disparaît du monde de la mode pour toujours. Sophie et Julian se regardèrent. C'était risqué. Luminary n'avait que 2 mois, face à l'empire bien établi de Cassandra. J'accepte, dit Sophie. Excellent. Prépare-toi à être publiquement humilié. Nous prouverons que le vrai talent bat ta philosophie hippie de sauver le monde. Quand Cassandra raccrocha, Julian serra Sophie dans ses bras. Es-tu sûr de toi? Je le suis. Il est temps de montrer au monde que le véritable amour et le vrai talent surpassent toujours la cupidité et les mensonges. Ils avaient 6 semaines pour créer la collection la plus importante de leur vie. Le Lincoln Center n'avait jamais vu une nuit comme celle-ci. 2 scènes parallèles dominaient l'espace, divisant littéralement le public de la Fashion Week. D'un côté, les couleurs dorées et clinquantes de Sterling Empire. De l'autre, les tons terreux et naturels de Luminary. Célébrités, critiques de mode, investisseurs et influenceurs remplissaient chaque siège. Les paris allaient bon train sur qui gagnerait le face-à-face le plus attendu de la décennie. Cassandra était radieuse dans sa loge VIP, portant une tenue valant plus qu'une voiture de luxe. Son empire avait énormément grandi ces 3 dernières années, et elle était absolument certaine de écraser Sophie pour de bon. De l'autre côté, Sophie prit une profonde inspiration en coulisses dans la zone improvisée de Luminary.
Julien tenait ses mains tremblantes. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. « Plus prête que jamais dans ma vie, » répondit-elle, regardant les 15 looks de la collection de la poubelle aux rêves suspendus derrière elle. Le premier défilé fut celui de Sterling Empire. Les mannequins défilaient, portant des créations extravagantes, des tissus coûteux, des bijoux éblouissants. C'était du pur luxe et du spectacle. Le public applaudit poliment, impressionné par la technique irréprochable, mais sans réelle émotion. Puis ce fut le tour de Sophie. Les lumières s'éteignirent complètement. Un projecteur révéla Sophie au centre de la scène, portant une combinaison simple faite de journaux recyclés. Cette collection, commença-t-elle d'une voix assurée, raconte l'histoire de toutes les personnes que la société considère comme jetables. Elle est pour ceux qui ont tout perdu et ont retrouvé l'espoir. La première mannequin apparut, portant une tenue appelée la chute, des tissus déchirés et sombres, symbolisant le moment où tout s'effondre. Mais en marchant, de petites lumières LED cousues dans la tenue commencèrent à briller, représentant des étincelles d'espoir. La deuxième pièce, l'éveil, montrait comment la créativité naît du besoin. Une robe faite entièrement d'emballage plastique transparent qui, sous des lumières spéciales, scintillait comme des diamants. Le combat suivit. Un blazer et une jupe faits de patchs de différents tissus, chaque patch racontant une histoire de résistance et d'adaptation. Le public se pencha en avant, captivé par l'histoire visuelle qui se déroulait. La découverte présentait une tenue qui changeait de forme au fur et à mesure que la mannequin bougeait, faite de matériaux qui s'étiraient et se contractaient, symbolisant la conscience de soi. Des larmes coulaient déjà sur les visages au premier rang. La Renaissance apportait des couleurs vibrantes émergeant d'une base neutre, une robe qui s'épanouissait littéralement à chaque pas de la mannequin, avec des pétales de tissu s'ouvrant à chaque mouvement. Mais c'était le look final qui brisa tous les cœurs dans la salle. Le véritable amour était une robe de mariée faite du même sac poubelle bleu que Sophie portait lors de sa première rencontre avec Julian à Washington Square Park, mais maintenant transformée par des techniques qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. Elle ressemblait à une cascade de satin liquide. La mannequin qui la portait était Eleanor, la sœur de Julian, qui avait insisté pour participer afin de soutenir le couple. Quand Eleanor atteignit l'extrémité de la piste, Sophie monta sur scène et commença à raconter la véritable histoire derrière chaque pièce. « Cette robe, dit-elle, touchant doucement le tissu, a été faite du même matériau qui me gardait au chaud quand je dormais dans la rue. Le même plastique qui m'a appris que la beauté ne vient pas de l'endroit où vous êtes né, mais de ce que vous choisissez de créer. » Le public était en larmes. Anna Wintour essuya ses yeux avec un mouchoir. Les influenceurs arrêtèrent de filmer pour savourer l'instant. « La mode, ce n'est pas une question de prix, » continua Sophie. « C'est une question de transformation. C'est montrer au monde que tout le monde mérite de se sentir beau, valorisé et aimé. » Les applaudissements commencèrent doucement, mais grandirent comme une avalanche. En quelques secondes, 2000 personnes étaient debout, applaudissant avec une intensité qui faisait vibrer le sol. Le son résonna pendant 10 minutes. Cassandra observa, incrédule, depuis sa loge VIP, réalisant qu'elle avait complètement perdu. C'est alors que des agents du FBI montèrent sur sa scène. « Cassandra Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification et blanchiment d'argent. » Julian avait transmis toutes les preuves recueillies par le détective privé aux autorités la semaine précédente, timing l'arrestation pour le moment parfait. Alors que Cassandra était emmenée menottée, criant à l'injustice, Julian monta sur la scène de Luminary et prit le micro. « Sophie Bennett, dit-il, s'agenouillant sur la scène devant des milliers de personnes, tu as changé ma vie. Tu as changé ce monde. Et maintenant, je veux que tu changes aussi mon avenir. » Il sortit une bague de sa poche, simple, faite de métal recyclé avec une petite pierre trouvée sur la plage. « Veux-tu m'épouser, et changeons le monde ensemble ?» Sophie couvrit son visage de ses mains, sanglotant de joie. « Oui, 1000 fois oui. » Leur baiser fut capturé par des centaines de caméras et devint l'une des images les plus virales de l'histoire de la mode. 2 ans plus tard, Central Park était décoré de fleurs sauvages et de tissus durables pour le mariage le plus attendu de New York. Sophie marcha dans l'allée improvisée sur l'herbe. Portant une robe faite entièrement de matériaux recyclés donnés par ses millions d'abonnés à travers le monde. Luminary était devenu un empire d'1 milliard de dollars, mais conservait ses valeurs. Chaque pièce vendue finançait des projets sociaux, et Sophie continuait d'enseigner la couture dans des communautés défavorisées. Maintenant enceinte de 6 mois, elle était dans son nouvel atelier, enseignant à un groupe d'adolescents d'un refuge local. « Mademoiselle Sophie, » demanda une fille de 16 ans, « est-ce vrai que vous étiez sans abri ?» Sophie sourit, touchant doucement son ventre où grandissait son premier enfant. « Oui, Amélia, c'est vrai. Et sais-tu ce que j'ai appris? Peu importe où tu es aujourd'hui. Ce qui compte, c'est où tu choisis d'aller demain. » Elle regarda par la fenêtre et vit Julian parler avec des investisseurs à propos de l'expansion de Luminary en Afrique. « De sans-abri à impératrice de la mode, » murmura-t-elle pour elle-même. « La vie s'apprend toujours. » Et tout en enseignant aux adolescents comment transformer des boîtes en carton en sacs élégants,
Sophie Bennett Hawthorne sourit, sachant que son plus grand chef-d'œuvre n'était pas sur les podiums. C'était dans les vies qu'elle avait touchées, les gens qu'elle avait inspirés, et l'amour qu'elle avait trouvé quand elle s'y attendait le moins.